Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Planète Océan à Montpellier, 3e journée du Monde Nouveau, 4e édition, où nous sommes toutes et tous réunis pour agir. On va le faire sur cette conférence de masterclass exceptionnelle, puisque nous accueillons aujourd'hui Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, coprésidente du groupe du travail 1 du GIEC, membre de l'Académie des technologies, membre du Haut Conseil pour le climat, et puis on l'ajoute, classé parmi les 100 personnes les plus influentes dans le monde en 2020 par le magazine Time. C'est un honneur de l'accueillir aujourd'hui et de l'avoir à notre programme du Monde Nouveau. On l'accueille sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Valérie Masson-Delmotte. Je vous laisse Valérie Masson-Delmotte pour cette carte blanche exceptionnelle d'une 30aine de minutes, et puis évidemment avec la salle qui vous interrogera. Je crois qu'il y a beaucoup de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette invitation, et ça peut paraître un peu étrange pour une thématique sur un monde nouveau, de solliciter quelqu'un qui travaille sur les climats passés essentiellement. Mais ce regard, en fait, sur les climats passés, ça fait partie des sources de connaissances scientifiques qui nous permettent de comprendre le fonctionnement du climat, de situer les changements actuels par rapport au temps long, et parfois de contraindre même les projections à partir de modèles à base physique d'évolution future du climat pour fournir à la société des informations qui soient crédibles, robustes, de manière transparente. Pour moi, les connaissances scientifiques, elles jouent un rôle émancipateur par rapport à notre expérience vécue de la variabilité d'un climat qui change. C'est donner sens à ce qui est vécu, c'est explorer les futurs possibles, les connaissances scientifiques qui éclairent les évolutions possibles pour qu'on puisse en tenir compte et agir. Un monde nouveau et agir. Agir de sorte à éviter ce qui pourrait être ingérable pour nous, pour les autres formes de vie sur cette planète, mais aussi pour gérer l'inévitable, c'est-à-dire se préparer à vivre le mieux possible dans un climat, dans un niveau de la mer qui vont continuer à changer. Et parmi les conditions clés pour agir, il y a ce que nous on appelle dans notre jargon la littératie climatique. Littératie, savoir lire, écrire, compter. Littératie climatique, c'est comprendre les causes de ce qui change actuellement, en comprendre les conséquences, les implications pour les choses auxquelles on tient, pour son cadre professionnel. Et puis, c'est aussi comprendre quels sont les leviers d'action. Et donc, dans cette intervention, mon action à moi, ça va être d'essayer d'être passeuse d'un constat scientifique qui est un travail collectif, puisque de 2015 à 2023, avec beaucoup d'autres collègues, j'ai supervisé des rapports du GIEC, 3 rapports spéciaux, 3 rapports complets, une synthèse qui a été publiée au printemps dernier, dans l'optique vraiment de fournir une évaluation qui soit rigoureuse, robuste, objective, transparente, de l'état des connaissances scientifiques vis-à-vis de l'état du climat, plus proche de ma partie, vis-à-vis des impacts et des risques liés au changement climatique, mais aussi à nos choix, puisque nous pouvons limiter les risques, et enfin vis-à-vis des options d'action, donc pour agir à la fois sur les causes et les conséquences, c'est-à-dire comment assurer un développement soutenable pour une planète vivable, en réduisant les facteurs qui conduisent à l'accumulation de chaleur dans le système climatique, les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en mettant en place des choix structurants qui anticipent les évolutions à venir pour en limiter les conséquences. Et enfin, la dernière chose que je veux partager avec vous, c'est la place des scientifiques dans les choix de société. Dans les rapports du GIEC, vous ne trouverez pas de feuille de route. La feuille de route, elle est à construire. Et les éléments des connaissances scientifiques, ils permettent d'éclairer des choix, et notamment sur ces leviers d'action, en réfléchissant à ceux qui sont les plus pertinents dans chaque contexte, en tirant au maximum parti des bénéfices annexes, en évitant les effets indésirables. Donc je vais essayer de vous résumer cette masse de connaissances qui s'appuie sur des dizaines de milliers de publications scientifiques, le travail de milliers d'auteurs de ces rapports, de milliers de relecteurs, ça fait partie des documents les plus relus au monde. Et puis ce sont aussi des documents qui font l'objet d'un examen critique dans une approche de coproduction avec les représentants de tous les pays. On écoute leurs attentes, et c'est intéressant d'entendre que pour certains pays, ce qui compte, c'est le très long terme. Parce que la montée du niveau de la mer, les conséquences d'un climat qui change sur les écosystèmes, les conditions climatiques, pour l'eau par exemple, ce sont des enjeux vitaux d'habitabilité. Donc ils ne s'intéressent pas qu'au court terme, mais aussi au long terme. Et puis chaque pays du monde a des enjeux géopolitiques très différents. Certains sont producteurs d'énergie fossile, d'autres non.
Certains jouent un rôle clé dans l'agro-industrie et l'exportation de viande, d'autres moins. Et donc, cet examen critique des rapports du GIEC conduit en fait à l'approbation de nos résumés par les représentants de tous les pays, malgré ces enjeux géopolitiques très contrastés. Je peux vous dire que c'est examiné à la loupe et que ça en fait, au final, un constat scientifique partagé par tous, ce qui permet de séparer le constat scientifique des négociations internationales sur le climat. Alors, je résume cet état des lieux en 3 points. La gravité de la situation actuelle, je vais le développer, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Par rapport au futur plausible, possible, l'urgence a changé d'échelle dans l'action. On n'est pas prêt à faire face à toute la variabilité du climat d'aujourd'hui. On le voit tragiquement au fur et à mesure des événements extrêmes. On n'en est encore pas là à avoir les moyens suffisants pour engager les changements structurels qui vont permettre de construire une décarbonation rapide. Et donc, je terminerai par le 3e point, après la gravité et l'urgence à changer d'échelle, la capacité à agir. Et avant de rentrer dans le détail, un tout petit temps de recul. 1990, mise en place du GIEC. À l'époque, on ne savait même pas qui émettait des gaz à effet de serre ou dans quel secteur. On a mis en place des inventaires d'émissions. Maintenant, ça permet de suivre assez attentivement ce qui se passe. Et on pensait à l'époque que les impacts seraient pour des régions lointaines, des générations futures. On vit tous avec les conséquences. Chaleur extrême qui s'intensifie même au mois de septembre. Augmentation des conditions propices à des sécheresses agricoles plus intenses, plus longues. Rupture d'approvisionnement en eau grave à Mayotte en ce moment. Grave. Et puis, donc, on vit tous avec ces impacts aujourd'hui de ce climat qui se réchauffe. Et donc, la différence entre 1990 et aujourd'hui, c'est la masse de connaissances, mais c'est aussi l'innovation technologique, la gouvernance qui a été mise en place, le retour d'expérience sur ce qui fonctionne. Et donc, au final, ce n'est pas l'action, c'est la capacité à agir qui est là. Et l'enjeu, c'est de le traduire en action efficace, rapide, qui porte ses fruits. Donc, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui ? Nous sommes dans un monde nouveau. Un monde nouveau avec une action pour le climat qui monte en puissance dans le monde, une baisse régulière des émissions de gaz à effet de serre en France depuis les années 70 et dans une vingtaine de pays. C'est une histoire de réussite et il faut en être fier. Ce sont des politiques publiques, par exemple depuis le protocole de Kyoto, mais aussi les politiques d'innovation, les politiques d'efficacité énergétique, de maîtrise du gaspillage, de freinage de la déforestation qui portent leurs fruits et qui ont permis d'éviter d'émettre, chaque année dans le monde, plusieurs milliards de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Pour explorer les futurs possibles, on regarde des ensembles de scénarios. Les scénarios d'émissions très fortes, grâce à ça, sont maintenant moins plausibles. Pas complètement exclus. On ne peut pas exclure des retours en arrière, mais moins plausibles. C'est une avancée considérable. Énergie renouvelable, batterie, efficacité énergétique, sobriété même. On voit qu'en fait, on a des leviers d'action qui sont disponibles maintenant pour décarboner la production d'électricité quand elle est carbonée, pour remplacer les véhicules thermiques par des mobilités électriques, les trains, les vélos et les voitures, de préférence légères. On a aussi en fait tout le monde qui s'ajuste en permanence à ces nouvelles caractéristiques climatiques. Une adaptation parfois sur le terrain, parfois planifiée, mise en œuvre, structurante par des politiques publiques. Mais force est de constater aussi le décalage croissant entre l'adaptation qui serait réellement nécessaire, ne serait-ce que pour le climat d'aujourd'hui, et celle qui est réellement mise en œuvre. En France, on n'a pas encore de cadre de loi qui fixe une trajectoire de référence, de sorte à ce que chaque décision soit mesurée à l'aune des caractéristiques attendues d'un climat qui change, pour en tenir compte et faire en sorte que quand on investit, ce que l'on met en place soit résilient dans un climat qui va continuer à changer. Donc on a ce décalage entre une action qui monte en puissance, ce qui est mis en œuvre, les promesses, les engagements dans le monde à horizon 2030, les financements et leur réorientation, et les besoins qui seraient nécessaires pour éviter une escalade des risques liés au changement climatique. Alors rentrons dans le monde réel. Le monde réel, c'est le monde où les émissions mondiales de gaz à effet de serre continuent encore à augmenter, mais plus faiblement qu'avant. Bien sûr, avec des contributions historiques et actuelles inégales. Ce qui pèse le plus, les énergies fossiles pour 3/4, le système alimentaire quasiment 30%. Et ça, c'est le résultat de tendances non soutenables, d'utilisation d'énergie non renouvelable, de terres, d'aménagement, de modes de consommation, de production, de style de vie. Très inéquitable. 10% des ménages dans le monde pèsent pour 40% des émissions de gaz à effet de serre, avec des moyens pour agir.
qui pourraient être mobilisés. C'est plus facile de réduire là où les émissions sont les plus élevées. Et la moitié de la population mondiale, souvent dans des contextes hautement vulnérables face au climat, ne pèse que pour 15% des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui dans le monde, une personne peut émettre plus de 15 tonnes en moyenne de gaz à effet de serre par an, au Canada, en Australie, les plus fortunés en Europe et ailleurs dans le monde également. Mais c'est moins de 2,5 tonnes par personne et par an en Inde, c'est très faible en Afrique. Un monde nouveau, ce serait un monde où on ne dise plus, pour justifier de ne rien faire, que la France, c'est que 1% des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi ? On est le tome 10 des émissions cumulées historiques. Nos émissions par habitant, si on tient compte des importations, c'est autour de 9 tonnes par personne et par an, largement au-dessus de la moyenne planétaire. Ça baisse, mais pas assez vite. On a aussi une capacité à agir. Puissance publique, force d'innovation, force des entreprises, niveau d'éducation, capacité à mobiliser les citoyens, société civile. Et en plus, si on prend tous les pays qui, dans le monde, ne pèsent que 1 à 2% des émissions de gaz à effet de serre et qu'on fait la somme, bah c'est ceux qui sont majoritaires. Donc un monde nouveau, c'est aussi un monde où on arrête de se donner des alibis pour minimiser notre responsabilité, on la regarde en face, lucidement, de manière transparente. On fournit une information transparente aux citoyens, aux consommateurs, pour les aider entre deux choix, à faire un choix informé. Donc la concentration en gaz à effet de serre dans le monde continue à augmenter. Ça entraîne de la chaleur qui ne part plus vers l'espace et s'accumule dans la machine climatique. Et la réponse de la machine climatique amplifie cette perturbation. Par exemple, une atmosphère plus chaude, c'est en moyenne un peu plus de vapeur d'eau, gaz à effet de serre, qui amplifie la perturbation initiale. L'enneigement recule, l'extension de banquise près du pôle Nord recule, on perd cet effet de miroir, c'est un facteur amplificateur. Comprendre en fait ces boucles de rétroaction, c'est ce qui fait la beauté du métier de climatologue, mais je vais un peu passer ces détails et je vais vous mettre l'accent sur les résultats robustes. Donc où va cette chaleur qui ne part plus vers l'espace ? 1%, c'est le réchauffement des basses couches de l'air. 5%, le réchauffement des sols. 3%, la fonte de ce qui est enneigé et englacé, c'est une conversion de chaleur. Par exemple, le recul des glaciers dans le monde, généralisé, se fait à un rythme inédit depuis plus de 2000 ans. L'intérêt du recul offert par les climats passés. Et le gros de la chaleur, alors, ce qui ne part plus vers l'espace, rentre dans l'océan, plus de 90%. En surface et puis en profondeur. Et du fait du temps de mélange des masses d'eau dans l'océan, cette accumulation de chaleur dans l'océan, elle nous aide. Elle limite le réchauffement en surface. Mais ce service que nous rend l'océan a un coût, et ce coût, c'est l'inertie. C'est-à-dire que, comme il accumule de la chaleur, il va la restituer à l'atmosphère. Et pour donner un ordre de grandeur, ce qui rentre dans l'océan chaque année, c'est 15 à 20 fois plus que toute l'énergie primaire consommée par l'humanité. Et ça, c'est l'effet de nos rejets de gaz à effet de serre, de la réponse du climat et des flux de chaleur colossaux à l'échelle planétaire. L'océan qui se réchauffe, c'est aussi des vagues de chaleur marine plus fréquentes et plus intenses, en Méditerranée. Une Méditerranée plus chaude, c'est aussi des pertes d'habitat pour des espèces fragiles, les gorgones par exemple. Un océan, une atmosphère plus chaude en Méditerranée, ça va aussi affecter chaque événement météorologique et doper par exemple l'énergie disponible pour des tempêtes de forte intensité et la quantité de pluie qui en résulte. Un océan qui se réchauffe gonfle, et puis comme les glaces qui étaient sur les continents fondent et rejoignent l'océan, pas seulement les glaciers, mais aussi le Groenland qui fond plus en été, l'Antarctique qui, parce que la partie flottante de la glace terrestre est en contact avec l'océan plus chaud, s'écoule plus rapidement. Cette partie-là, Groenland et Antarctique, très loin de nous, sa fonte a été multipliée par 4 depuis les années 90. Et comme ça s'ajoute à l'effet glacier, à l'effet océan qui gonfle, c'est responsable d'une accélération du rythme de montée du niveau de la mer, qui a monté de 20 cm au XXe siècle, une rupture sur les derniers 3000 ans, et maintenant qui monte quasiment au rythme de 4 mm par an. Ça mesure en fait cette accélération. Donc on a déjà acté, par nos émissions passées, par le réchauffement passé, une réponse lente. L'ajustement de l'océan profond, l'ajustement des glaciers qui n'est pas immédiat, l'ajustement du Groenland et de l'Antarctique, probablement quelque chose autour d'1 mètre de montée du niveau de la mer, inéluctable, mais à l'échelle de plusieurs siècles, typiquement à horizon 2300. Peut-être beaucoup d'entre vous, comme moi, aiment le littoral, sont attachés à des plages, des endroits qu'on a envie de préserver et transmettre. Je pense que ce côté à long terme irréversible pose profondément la question de l'héritage que l'on laisse. Pour moi, ça me donne envie d'avoir l'empreinte la plus légère possible.
pour que cet héritage soit une chance et pas un fardeau. C'est un monde nouveau, c'est une rupture. La teneur en CO2 dans l'atmosphère, elle est inédite depuis plusieurs millions d'années. En fait, on recrée une atmosphère comme on a eu il y a 3 millions d'années au Pliocène, riche en CO2, et puis le climat s'ajuste. Le rythme de réchauffement que l'on voit au cours du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, il est sans précédent depuis plus de 2000 ans. En fait, on est même en train de sortir de la plage de la variabilité des températures sur l'Holocène, la période interglaciaire, relativement stable au niveau planétaire depuis un peu plus de 10 000 ans. Si on regarde où on en est sur les indicateurs les plus récents de l'état du climat, le niveau de réchauffement en moyenne sur 10 ans à la surface de la Terre, c'est 1,15 degrés. C'est plus marqué en Arctique, facteurs amplificateurs locaux. C'est plus marqué au-dessus des continents, parce qu'au-dessus de l'océan, quand on réchauffe, ça s'évapore, et ça limite l'échauffement de surface. Au-dessus des continents, quand les sols sont secs, il n'y a plus la possibilité d'évaporer, de transpirer, ça surchauffe en surface. Donc, plus marqué au-dessus des continents, pour 1,15 degré au niveau planétaire, c'est déjà 1,9 degré en France. Mais sur ce réchauffement observé depuis la fin du XIXe siècle, quelle est la part de l'influence humaine? J'ai posé la question parfois à des élus, à votre avis, on en est où? Est-ce que c'est 100%, 50%, 20%? Et beaucoup m'ont répondu, peut-être la moitié, si je vous dis ça, vous allez penser que je suis Donald Trump. Bah oui. En fait, la réalité, c'est que la meilleure estimation de l'influence humaine sur le climat, elle est égale au réchauffement observé. On n'a aucun facteur naturel, variabilité des éruptions volcaniques, variabilité de l'activité du Soleil, échange spontané, fluctuations, transport de chaleur par l'océan et l'atmosphère. Rien n'explique cette accumulation de chaleur dans le système climatique, et je peux vous dire qu'on l'examine dans le détail et attentivement. Donc, nos activités entraînent une accumulation de chaleur et cette tendance au réchauffement. Puis bien sûr, la réalité est plus complexe, c'est modulé par cette variabilité naturelle d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre. Par exemple, actuellement, on a le démarrage d'un événement El Niño dans les tropiques. C'est un moment où les flux de chaleur entre l'océan et l'atmosphère changent. Ça entraîne davantage d'accumulation de chaleur en surface. Et donc, on a déjà un été record au niveau planétaire. L'effet d'El Niño va s'ajouter dans les prochains 6 mois. Donc on aura en plus un réchauffement plus marqué. Ça ne veut pas dire que ça s'emballe, ça ne veut pas dire que ça s'accélère. Sur cette année, c'est la superposition de cet événement El Niño aux tendances graduelles, bien comprises, dues à la réponse du climat à l'activité humaine. Et chaque incrément de réchauffement en plus intensifie les extrêmes chauds directement. Sur Terre comme en mer, on le voit partout, plus fréquent, plus intense, sur une durée plus longue. Cette durée, elle est importante. Parce que, par exemple, on a en France la pause estivale, les enfants ne vont pas à l'école, mais avec des vagues de chaleur comme en 2019, à plus de 45 degrés dans le sud en juin, ou là, comme cette rentrée, en septembre, on voit bien que les établissements qui accueillent les enfants ne sont pas adaptés à ce climat plus chaud. Et ça illustre ce décalage entre l'intensification des conditions physiques, des caractéristiques d'un climat qui change, et puis nos infrastructures, nos bâtiments qui ont été pensés il y a 10, 20, 30 ans, sans intégrer ce confort thermique en été. Les enseignants avec lesquels j'ai pu échanger m'ont dit que c'était très dur, ne serait-ce que les derniers 15 jours, même en Île-de-France en fait, de faire cours dans des classes surchauffées avec des élèves qui n'arrivent pas à se concentrer parce qu'il fait trop chaud, sans parler de leurs conditions de travail. Dans un climat plus chaud, donc l'atmosphère peut contenir plus de vapeur d'eau. Et donc, ça entraîne, pour chaque degré de réchauffement en plus, une capacité à contenir 7% de vapeur d'eau en plus. Ce n'est pas l'influence humaine sur le climat qui fait qu'on a des conditions météorologiques conduisant à une tempête. Mais quand ces conditions se présentent, eh bien, l'atmosphère elle va pouvoir contenir et donc déverser des quantités d'eau plus importantes. Et on observe une augmentation, notamment des records sur les événements cévenols dans cette région depuis les années 1960, qui sont une conséquence directe d'un climat qui se réchauffe. Et les plans de prévention des risques d'inondation, par exemple, n'intègrent pas cet aléa plus extrême, plus intense et ruissellement rapide, amplifié par l'urbanisation ou l'imperméabilisation. Les réseaux d'assainissement, l'écoulement des eaux usées, important pour la santé, l'hygiène dans les villes, dans toutes les régions, n'ont pas été dimensionnés pour cela. Donc il n'y a pas que l'information scientifique qui est importante. Il y a aussi les capacités d'investissement, l'anticipation. Lorsqu'on rénove, renforcer de manière à ce que ce soit plus résilient. Et ce sont des coûts extrêmement élevés, en fait, sur toutes ces infrastructures urbaines pour anticiper. Et enfin, en ce qui concerne l'humidité des sols, on a 2 facteurs qui jouent. Le premier facteur, c'est que dans un climat qui se réchauffe, la circulation atmosphérique de grande échelle change.
Et en fait, les descentes d'air sec qui arrivent dans les régions subtropicales, actuellement sèches, se déplacent un peu dans notre hémisphère vers le nord. Et donc, du coup, on a plus d'arrivées d'air sec en Méditerranée, donc une tendance à la baisse de la quantité de pluie. Mais à côté de ça, lorsqu'on a une période sans pluie, dans une atmosphère plus chaude qui va vider plus vite les sols de leur humidité, le réchauffement va transformer une période banale sans pluie en une sécheresse plus intense, simplement par l'évaporation, la transpiration plus forte dans un climat plus chaud. Et c'est ce qu'on voit par exemple dans la Corne de l'Afrique, avec des sécheresses graves qui ont des effets directs sur les risques de malnutrition actuellement, et qui sont la conséquence d'une banale période sans pluie qui se représente tous les 10 ans, mais pour laquelle la gravité de la sécheresse a été exacerbée par une atmosphère plus chaude. Et puis ça se combine. Donc, par exemple, quand on a des conditions chaudes, sèches et venteuses, eh bien, ce sont des conditions propices aux incendies, dont la saison augmente, l'intensité augmente et la surface concernée se déplace, avec des situations de conditions propices aux incendies qui transforment un impact de foudre, de la malveillance ou de la criminalité en incendie très difficile à gérer, parce qu'il fait tellement chaud et sec que ça devient en fait vite hors de contrôle. Donc c'est ce qui a été observé à Hawaï, c'est ce qui a été observé en Grèce, c'est ce qui a été observé au Canada. Et en Arctique, ces conditions propices aux incendies, du fait du climat, s'amplifient depuis le milieu des années du XXe siècle. Sur le littoral, un autre exemple d'événement composite, c'est donc la montée graduelle du niveau de la mer. Donc cette montée graduelle du niveau de la mer, elle est invisible en fait, 4 mm par an. À part de regarder les résultats des instruments de mesure, des marégraphes, c'est difficile à observer. Mais en réalité, ça se superpose à l'effet des marées, et donc ça augmente les inondations chroniques à marée haute. Et ça se voit d'abord dans les régions qui s'enfoncent, du côté de la Floride par exemple. C'est les précurseurs, puis après ça va se voir dans les autres régions. Et puis lorsque le niveau de la mer a monté de 20 cm, eh bien, l'événement record du siècle passé, qui va donner une onde de tempête et un niveau marin extrême, il sera 20 cm plus haut. Et donc on a à la fois l'augmentation avec ce type de tempête, des records de niveau marin, ça on l'observe à l'échelle planétaire, plus l'intensification des pluies extrêmes de la même tempête sur le continent. Et ça, c'est un défi majeur pour les villes littorales. Comment se protéger de l'arrivée d'eau de mer, le risque de submersion, et comment permettre l'évacuation de l'eau de pluie, l'inondation continentale. Et on voit bien que là, les ouvrages en dur risquent parfois d'être un piège et conduire à augmenter les risques en bloquant l'écoulement des eaux de pluie. Donc ça demande de penser autrement la protection du littoral. Donc en France, 2022-2023, c'est emblématique de ces conséquences qui s'aggravent. Surmortalité avec les vagues de chaleur, 3/4 des personnes plus de 75 ans, un quart plus jeunes, invisibles. Je le dis souvent, on a fait tout un battage, je m'excuse, sur le décès de la reine d'Angleterre, en septembre dernier. Je n'ai pas vu un seul portrait d'une de ces personnes, l'année dernière, plusieurs milliers, décédés du fait d'hyperthermie pendant les vagues de chaleur. Pas le seul portrait d'une de ces personnes. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? Notre vulnérabilité? Et pourtant, la voir, la mesurer, c'est savoir s'en protéger, puisqu'en fait, les risques, ce n'est pas simplement les aléas climatiques. Les risques, c'est la conjonction entre ces aléas climatiques, l'exposition à ces aléas, vagues de chaleur amplifiées par les effets d'îlots de chaleur dans les villes, dans les quartiers très denses, mais ça, on peut agir. Et puis, la vulnérabilité par rapport à ces aléas, et donc tous les systèmes d'alerte, de mise en protection, quand on connaît les vulnérabilités, ils permettent justement d'éviter ces surmortalités. Des effets sur les rendements agricoles. L'année dernière, une baisse de production d'hydroélectricité d'à peu près 20%, peu d'enneigement. À 1500 mètres dans les Alpes, 1 degré de réchauffement planétaire en plus, c'est 1 mois d'enneigement en moins. Sécheresse importante, recul fort des glaciers, on perd la ressource en eau. Au moment, souvent, on en a le plus besoin, là où les glaciers et la neige fondent, en été, quand on en a besoin pour l'irrigation ou la demande dans les villes, ou le refroidissement industriel. Des effets sur la biodiversité, des effets sur les forêts. Donc en France, les forêts s'accroissent. Et jusqu'à peu près au milieu des années 2010, l'accroissement des forêts captait à peu près 7% de nos émissions de gaz à effet de serre de CO2. Mais maintenant, c'est la moitié. Pourquoi? Conditions très chaudes et sèches, et les arbres, en fait, n'arrivent pas à gérer la contradiction entre j'ouvre mes petites ouvertures dans mes feuilles pour pouvoir absorber du carbone, ou je les ferme pour éviter de perdre de l'eau.
Et quand ce mécanisme ne fonctionne pas, en fait, on a des ruptures de fonctionnement hydraulique des arbres et mortalité, dépérissement, des forêts plus fragiles, attaquées par des ravageurs, qui d'ailleurs se déplacent parce qu'il fait plus doux en hiver, et augmentation de mortalité d'arbres. Donc ce n'est pas simplement les forêts pour elles-mêmes ou leur valeur économique, c'est aussi les services que nous rendent ces écosystèmes d'arriver à stocker du carbone et donc limiter les conséquences de nos activités. C'est aussi l'expansion des habitats propices à certaines espèces. Le moustique tigre, vous le connaissez bien, je le découvre en Île-de-France, avec une augmentation l'année dernière du nombre de cas de dingue autochtone en métropole, 9 foyers de transmission en France, première fois que ça se produit à cette échelle en Europe. Voilà, donc on a aussi des risques sanitaires émergents où les conditions météorologiques, dans un climat qui change, deviennent de plus en plus propices. Donc je ne vous fais pas le panorama global, mais vous avez compris en fait qu'on est avec, dans ce monde nouveau, une généralisation d'impacts graves, de pertes et dommages attribués au changement climatique dû à l'influence humaine. Ça touche la disponibilité en eau selon les régions, la production agricole, c'est-à-dire qu'en fait ça sape les gains des techniques agronomiques, ça freine les progrès sur les rendements agricoles, et dans certains cas ça entraîne des pertes de récoltes. La santé, le bien-être. Le bien-être, ce n'est pas simplement la santé physique. On a une augmentation, par exemple, lors de pluies extrêmes et inondations de maladies infectieuses. On a l'effet direct de la chaleur sur la santé au travail, par exemple des viticulteurs, des saisonniers, là, faisant les vendanges en Champagne en septembre. Plusieurs personnes mortes au travail, en fait, de conditions chaudes. Mais aussi en cas de déplacement, 40 000 personnes déplacées avec les incendies graves en France l'an dernier. Les personnes déplacées après les inondations, en fait, ça affecte la santé mentale pendant un moment, avec des effets un peu de stress post-traumatique, et parfois le sentiment de perte sur les écosystèmes auxquels on tient, le recul d'un glacier, la perte d'une forêt. C'est aussi en fait des effets sur la santé mentale, et dans d'autres régions du monde, par des effets de piège de pauvreté sur la malnutrition. C'est aussi des effets sur les villes et les infrastructures, et par exemple, on observe une augmentation de la proportion des cyclones tropicaux les plus intenses, et lorsqu'ils arrivent à terre, notamment sur des petites îles en développement, on a des dommages économiques qui affectent l'ensemble de l'activité économique, la croissance, etc., plusieurs années après l'événement. La biodiversité et les écosystèmes, avec des changements dans les rythmes saisonniers, des changements dans les aires de répartition, des mortalités de masse, sur terre comme en mer, coraux. En ce moment, au printemps dernier, du côté du golfe de Floride, on a eu des températures dans la mer à 38 degrés. Et les chercheurs américains ont essayé le maximum pour préserver les coraux. Ils ont prélevé dans la nature, cultivé en laboratoire, jardiné, réintroduit. Ça ne marche pas quand l'eau est à 38 degrés. Donc tout cela en fait est dû à de multiples conditions physiques qui vont s'accroître avec chaque incrément de réchauffement. Et le coût des dommages parfois est tel que certains aléas deviennent inassurables. Aux États-Unis, dans certains États, les assureurs privés ne couvrent plus les risques d'inondation ou de feux de forêt. Si votre bien n'est pas assurable, soit c'est la puissance publique qui prend le relais, donc les assurances d'État, mais là c'est un enjeu de stabilité financière, par exemple pour la Floride, soit vous n'êtes plus assurable en cas de catastrophe, vous perdez tout. Donc ce sont des risques de piège de pauvreté. À partir de là, quels sont les futurs possibles? Les sciences du climat, elles montrent une relation étroite dans le monde entre le cumul des émissions de dioxyde de carbone, celui qu'on rejette quand on brûle du pétrole, du gaz fossile, du charbon ou par la déforestation, et le niveau de réchauffement planétaire. Si on mettait tout à zéro demain, d'accord ? Il n'y aurait quasiment pas de réchauffement supplémentaire. Si le cumul des émissions de CO2 arrête d'augmenter, on arrête le réchauffement dû au CO2. Tant que les émissions ne seront pas à zéro mondial de CO2, le climat continuera à dériver. Et ça, c'est une loi de la physique qui s'impose à nous, en fait. C'est aussi pour ça que certaines stratégies nationales, par exemple la stratégie française bas carbone, elle est traduite en budget carbone à respecter tous les 5 ans, de sorte à tenir les engagements. Pas simple. Donc le facteur dominant, les émissions mondiales de CO2, les énergies fossiles. Deuxième facteur, l'effet net, entre nos rejets de particules de pollution, qui ont un petit effet refroidissant, masquent un peu l'effet des gaz à effet de serre, et les gaz à effet de serre à durée de vie courte, et notamment le méthane. Et de ce point de vue-là, on a un enjeu qui est double, qualité de l'air, réduire les émissions de particules de pollution, mais aussi réduire les émissions de méthane. Parce que lorsqu'on met du méthane dans l'atmosphère, il favorise la production d'ozone en surface, qui est à la fois un polluant et un gaz à effet de serre.
Et là, on peut gagner relativement rapidement, parce que le méthane, comme sa durée de vie dans l'atmosphère, c'est que de 10 ans. Si on réduit ces émissions, on peut en avoir un effet discernable plus rapidement. Donc, ce sont les deux conditions clés pour arriver à limiter le réchauffement à venir. Au niveau des politiques mondiales, déjà mises en place dans les différents pays du monde, si elles se réalisent toutes, on va soit vers une très légère diminution à horizon 2030, soit une stagnation en fait, des émissions mondiales de gaz à effet de serre pendant quelques décennies, donc qui baissent plus vite dans certaines régions, qui continuent à monter dans d'autres, et qui baissent lentement en fin de siècle. Et dans ce cas, sur la base des politiques publiques actuellement mises en œuvre, ce n'est pas les scénarios extrêmes, hein, c'est tout à fait réaliste, on aurait le niveau de réchauffement planétaire en moyenne sur 20 ans, qui dépasserait 1,5 degré vers 2030-2035, qui dépasserait 2 degrés vers 2050, et on irait vers quelque chose entre 2,5 degrés et 3 degrés en fin de siècle. Alors plus on s'éloigne, plus c'est incertain, notamment parce que dans un climat plus chaud, l'océan qui capte aujourd'hui à peu près un quart de nos rejets de CO2 sera un peu moins efficace, et pareil pour la végétation et les sols. Donc ça, c'est une incertitude importante. Donc comment on va le voir, ça ? Peut-être que pour cette année, on va déjà atteindre, pour une année donnée, un niveau de réchauffement d'1,5 degré. Il y a à peu près une chance sur 2 pour cette année, à cause de l'événement El Niño qui se superpose à la tendance. Puis ce sera atteint plus souvent, et quand ce sera une année sur 2, ça voudra dire qu'on sera dans ce niveau-là de réchauffement planétaire. En France, l'année record, 2022, eh bien, si le niveau de réchauffement planétaire atteint 2 degrés autour de 2050, ça veut dire à peu près 3 degrés de réchauffement en France. Ça veut dire que l'année record 2022 serait l'année moyenne à ce moment-là. Donc imaginez, les années records de 2050, c'est à ça qu'on doit se préparer maintenant. Les actions passées, elles ont permis de rendre les trajectoires d'émissions très fortes moins plausibles. Donc les enjeux maintenant, en termes d'action, c'est construire les conditions pour une baisse plus rapide des émissions que ce qu'impliquent les politiques publiques actuellement mises en œuvre. Il y a eu déjà un gain, il faut continuer et accélérer. Et dans ce cas-là, en cas de forte baisse des émissions dans le monde, on verrait, même en tenant compte de la variabilité du climat, la stabilisation du réchauffement sur une vingtaine d'années. Donc c'est quelque chose qu'on peut construire sur son cadre de vie professionnel. C'est quelque chose dont on pourrait voir les fruits à condition d'avoir les moyens à hauteur de ces diminutions. Je ne vais pas vous faire le panorama de l'ensemble des risques. Vous avez bien compris que les risques d'extrême chaud, de pluie extrême, d'aridification dans les zones de climat méditerranéen ou du côté de l'Amazonie vont augmenter à mesure du niveau de réchauffement planétaire, qu'un certain nombre de risques pour la santé vont augmenter, notamment les risques très dangereux pour la santé de conditions très chaudes et très humides, avec des enjeux d'adaptation des villes, des conditions de travail. Les risques pour la biodiversité vont également augmenter, et on estime que pour les espèces endémiques, vous savez, qui sont propres à une petite géographie particulière, sur des littoraux, en Méditerranée, en montagne, sur les îles, le risque de perte de ces espèces uniques est à peu près multiplié par 10 entre un monde 1,5 degré et un monde 3 degrés plus chaud. Donc si vous voulez préserver la biodiversité, il faut bien sûr agir sur les pressions locales, mais limiter le réchauffement planétaire, c'est également critique pour donner le plus de chance aux espèces qui peuvent fonctionner dans un climat qui se réchauffe, sachant que l'ampleur et la vitesse des changements actuels sont beaucoup plus rapides que ceux qui ont façonné les écosystèmes, qui sont l'héritage de leur évolution, de leur adaptation au rythme relativement lent des changements passés. Et là, il ne s'agit pas simplement de demander aux élèves de 6e de planter des arbres, mais il s'agit vraiment de construire la résilience des écosystèmes, c'est-à-dire conserver au maximum les écosystèmes les moins affectés par les activités humaines, restaurer ceux qui sont dégradés, diversifier par exemple les forêts gérées en renonçant un peu à leur rendement, mais pour augmenter leur résilience, avec des espèces qui fonctionneront bien dans un climat qui continuera à se réchauffer. On est également sur des risques graves pour la sécurité alimentaire. On a déjà perdu du potentiel de pêche dans les océans tropicaux. On sait que le rendement du maïs, en fait, il chute aujourd'hui au-delà de 35 degrés. On l'observe. Et donc, on est sur des risques de plus en plus complexes et difficiles à gérer. Par exemple, des conditions très chaudes, très sèches, qui vont saper la qualité des sols, les rendements agricoles, les revenus de ceux qui en dépendent, notamment dans les pays où il n'y a pas de filet de protection sociale, augmenter le coût de l'alimentation sur les marchés locaux, et donc faire en fait des situations compliquées pour les conditions de vie,
avec des risques d'augmentation de malnutrition, notamment pour les femmes, pour les enfants. Cela peut être limité, parce qu'en fait, les risques pour l'insécurité alimentaire, ils dépendent à la fois du niveau et de la vitesse du réchauffement planétaire, mais ils dépendent aussi de nos choix de développement social, économique. Donc par exemple, si on renforce les capacités d'adaptation des exploitants agricoles à petits revenus, on augmente leur capacité d'adaptation. Si on préserve le foncier agricole, on préserve la production alimentaire. Si on végétalise notre alimentation, plus de protéines végétales, moins de protéines animales, on réduit la pression sur les terres. Donc on peut conserver le vivant et nourrir l'humanité. A l'inverse, si on a une forte augmentation démographique, des inégalités qui explosent, une partie des exploitants agricoles très pauvres, très peu de capacité d'adaptation, et de l'autre côté une population des classes moyennes dans le monde, qui a une alimentation carnée qui augmente la pression sur les terres, là on exacerbe les effets d'un climat qui se réchauffe. Donc ça demande de penser ces mondes nouveaux futurs de multiples manières, en tenant compte d'un climat qui change, mais en étant bien conscient de la manière dont les choix qu'on met en place peuvent exacerber ou au contraire modérer les effets d'un climat qui change et son ampleur. De la même manière, la montée de la mer, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est inéluctable. Il faudra vivre avec. Dans le meilleur des cas, si on limite le réchauffement proche de 1,5 degré par une réduction massive, immédiate des émissions de gaz à effet de serre, proche d'1,5 degré, on s'attend à avoir à peu près 50 cm de plus d'ici à 2100, et puis peut-être plusieurs mètres sur plusieurs siècles. Dans le scénario du pire, un très fort réchauffement ce siècle, et en plus le déclenchement d'instabilité de calotte du côté de l'Antarctique, la plage plausible haute qu'on est capable d'évaluer, c'est autour d'1,60 m à la fin de ce siècle. On manque de connaissances sur les scénarios intermédiaires. Donc la question n'est pas de savoir si on va atteindre 1 mètre de réchauffement, de montée du niveau de la mer, mais quand, avec deux incertitudes, combien on va émettre de gaz à effet de serre dans le monde, ça va jouer sur l'ampleur et la vitesse. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui va se passer sur des processus aujourd'hui mal compris du côté de l'Antarctique, arriver à le détecter si ça se produit, pour en tenir compte et puis aménager le littoral de manière adéquate. Et toutes les réponses, elles demandent de la planification à long terme, et elles ont des limites. Donc on peut bouger des sédiments, renforcer des écosystèmes, mais si le niveau de la mer monte vite, ça ne fonctionnera plus. Donc on gagne un peu de temps. On peut construire des ouvrages en dur, comme à Venise ou sur la Tamise, à Londres. Plusieurs dizaines d'années à être planifiés, financés, construits. Et puis une limite en fait. Les barrières sur la Tamise se sont déjà fermées, pour Venise, se sont déjà fermées une 50aine de fois. C'était prévu seulement 2 fois par an. Ça a été mis en œuvre il y a 2 ans. Et au-delà de 2050, l'ouvrage ne fonctionnera plus. Il serait fermé tout le temps. La lagune en fait ne se ventilerait plus, ne se mélangerait plus avec l'océan. C'est pas envisageable. Donc c'est juste pour illustrer que chaque action, elle peut gagner du temps. Les 2 choses qui évitent le risque, c'est plus construire dans les zones qui seront exposées aux conséquences de la montée du niveau de la mer, et se replier de manière stratégique, intelligente, et puis protéger ce qu'on ne peut pas replier en surélevant, en mettant en protection. Donc vous voyez que les enjeux sont considérables, complexes, différents selon les régions du monde, mais que continuer comme maintenant va nous amener à des risques qui vont être ingérables sur de multiples aspects. Donc un monde nouveau, qu'est-ce que c'est ? Un monde nouveau, c'est un monde où on regarde ça lucidement, on regarde nos responsabilités, nos capacités à agir, et on intègre aujourd'hui dans la prise de décision qu'on veut être 0 émission de CO2 autour de 2050. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique arrêter tous les investissements qui, par la durée de vie des infrastructures, vont continuer à consommer des énergies fossiles et émettre des gaz à effet de serre inéluctablement. Investir dans l'exploitation d'énergies fossiles n'est pas compatible avec les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, compte tenu des infrastructures existantes et prévues. C'est aussi en fait intégrer l'évolution future du climat de sorte à anticiper pour construire des infrastructures, des aménagements, gérer des écosystèmes de la manière la plus résiliente possible. Et on a des leviers d'action. L'espoir, c'est important. Et l'espoir, c'est d'être lucide sur l'ensemble de ces leviers d'action. Et il n'y en a pas un seul. Il y a beaucoup de leviers d'action sur l'innovation technologique dans tous les secteurs d'activité. Mais seuls, ils ne suffisent pas. Il y a beaucoup de leviers d'action qui tiennent à la maîtrise de la demande, l'efficacité, la sobriété. C'est à peu près la moitié du potentiel à horizon 2050. Et souvent, en fait, qui demandent moins d'investissement. Et puis enfin, on a toutes les solutions qu'on appelle fondées sur la nature,
préserver, restaurer, conserver les écosystèmes, stocker du carbone dans les sols. Le potentiel est important et on touche aussi à des bénéfices à la fois pour l'adaptation et pour l'atténuation. Donc dans les rapports du GIEC, vous trouverez une évaluation de chaque levier d'action. Par exemple, pour les systèmes énergétiques, résilients, bas carbone, avec dans le monde un potentiel énorme, photovoltaïque et éolien. Il y en a d'autres, mais c'est là où on sort le potentiel le plus important. Industrie et déchets, efficacité, économie circulaire, réutilisation des matériaux, ça c'est les leviers d'action à court terme. Et au-delà de 2030, on a besoin maintenant d'efforts de recherche de développement pour créer des ruptures, pour permettre de décarboner les mobilités lourdes, l'industrie lourde qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Gestion des terres, de l'eau, de l'alimentation, avec des enjeux là vraiment d'intégrer adaptation et atténuation sur tous les aspects du système alimentaire, de la gestion des terres. Ville et infrastructures, on touche aux bâtiments, on touche au transport, beaucoup de leviers d'action qui touchent à la fois à l'aménagement, mais aussi aux solutions multiples. Et pour décarboner les transports, il y a une multitude de solutions. Ce n'est pas une seule, c'est mobilité active, transport en commun, électrification des mobilités. Et ce n'est pas une seule solution qui va se déployer. Des enjeux sur l'adaptation des systèmes de santé, très importants. Et pour le fonctionnement de notre société, mutualisation des risques, protéger les plus fragiles, les systèmes en fait, de services climatiques, d'alerte précoce, qui montrent l'importance aussi de construire des connaissances scientifiques plus directement en appui à la prise de décision pour chaque secteur à l'échelle locale. Éviter, à l'échelle individuelle, qu'est-ce qu'on arrête? Éviter par exemple des déplacements en avion inutiles ou superflus, ou pour un but qui pourrait se discuter. Éviter d'utiliser des voitures thermiques, télétravail, covoiturage, mobilité active, transport en commun. Premier volet, éviter. Remplacer, se déplacer autrement, manger autrement. On a des leviers d'action qui sont assez formidables. Améliorer, rénover, améliorer le confort thermique, les systèmes de pompe à chaleur très performants, les petites voitures électriques avec des batteries de taille raisonnable, avec une électricité bas carbone, le potentiel est là, il est important. Et donc pour moi, un monde nouveau, qu'est-ce que c'est? C'est pas simplement penser pour le climat, c'est penser l'action pour le climat pour vivre mieux. Décarboner, c'est améliorer la qualité de l'air, on le disait tout à l'heure. Améliorer la qualité de l'air, le retour sur investissement en termes de santé publique est supérieur aux investissements pour la transition énergétique dans le monde. Mais ce n'est pas pris de la même manière, c'est pris en silo. Les ministères de la Santé ne sont pas les ministères des Finances. Améliorer la qualité de vie, améliorer le confort thermique, avoir une alimentation saine et soutenable, réduire la quantité d'énergie consommée pour maîtriser ses dépenses énergétiques et pas avoir de surprise en fonction des chocs géopolitiques et du prix de l'énergie sur les marchés mondiaux. Souveraineté. On a vu la dépendance tragique que l'Europe a construite avec le gaz exporté par la Russie. Tragique parce qu'on voit bien qu'on n'a pas les mêmes valeurs, le même respect des frontières, la même vision de ce que c'est une société démocratique. Tragique parce qu'on a aussi une dépendance grave sur le pétrole et le gaz, maintenant naturel liquéfié, donc toujours fossile, à des régimes autoritaires ou à des multinationales qui ne mettent pas toujours en priorité le respect des droits humains et les valeurs démocratiques qui ont fondé nos sociétés. Un monde nouveau, c'est un monde où on construit une cohérence entre les politiques sociales, les politiques environnementales et les politiques d'innovation, d'industrie, d'emploi et de transition. On a un peu perdu la bataille sur les panneaux photovoltaïques. C'est compliqué pour l'éolien. Pompes à chaleur, elles sont massivement produites en Asie. On les assemble, on ne produit pas les éléments à haute valeur ajoutée. Voiture électrique, c'est compliqué. Avoir une vision stratégique qui concilie emploi, activité économique et les opportunités pour les entreprises, pour l'emploi de cette transition, c'est fondamental pour construire un monde nouveau qui crée des opportunités dans lequel on puisse se protéger en s'appuyant sur, à chaque fois, chaque option, effet indésirable, autres bénéfices, risque de maladaptation, c'est-à-dire on agit dans l'urgence pour régler un problème et on en crée d'autres par la suite. Transition juste, faire en sorte que les solutions soient abordables, accessibles, que les décisions publiques soient perçues comme justes. S'interroger devant chaque choix que vous allez faire. Est-ce que le choix que vous allez faire verrouille une exposition, des vulnérabilités, des émissions? Est-ce que ça va contribuer justement à avoir des limites à l'adaptation, des risques croissants, des contraintes? Ou au contraire, est-ce que ça permet de renforcer la résilience, la capacité d'adaptation, l'équité,
des émissions plus basses plus rapidement? Comment rentrer les conséquences futures dans la décision aujourd'hui? Pour moi, c'est ça la condition clé de construire ce monde nouveau où on rentre la soutenabilité au cœur des décisions, même devant les urgences. Ça demande beaucoup de choses, ça demande de faire évoluer le cadre réglementaire, les lois. On a encore beaucoup de grands projets d'aménagement pensés comme pour le XXe siècle, qui n'intègrent pas leur contribution à des trajectoires de décarbonation ou leur résilience. On a des conflits croissants, parce que le cadre réglementaire, les études d'impact sont faibles, parce qu'on n'a pas encore collectivement, dans le cadre démocratique, défini les conditions d'un projet perçu comme positif aujourd'hui et à l'avenir. Donc on a besoin de nouveaux outils pour prendre des décisions robustes devant ces incertitudes qui sont là. On est aussi devant des rapports de force croissants. Quels ont été les 2 sujets les plus durs pour l'approbation des rapports du GIEC? Toutes les mentions des énergies fossiles, très dur. À chaque fois, on nous a demandé de rajouter sans abattement, c'est-à-dire sans captage et stockage. Mais ça ne se développe pas du tout à l'échelle qui serait nécessaire et ce ne sera pas le cas. Donc il faut arriver à planifier la sortie des énergies fossiles en réduisant leur production, leur commercialisation, leur consommation. Et le deuxième sujet le plus délicat, c'est plus de protéines végétales, moins de protéines animales. On a été obligé d'utiliser le terme régime alimentaire équilibré, sain, soutenable, tout ça pour dire plus basé sur des plantes. Et vous voyez bien en fait les rapports de force qui sont là. Tout cela en fait souligne le besoin de surmonter ces rapports de force, d'éviter les effets de verrouillage, de surmonter parfois des valeurs enracinées parce que ces enjeux demandent de penser les choses autrement, de décider autrement, et donc de construire aussi de nouveaux narratifs, de faire évoluer les normes culturelles, sociales, pour que ce qui était la norme il y a 50 ans devienne inacceptable, et ce qui était parfois précurseur devienne banal et est un effet d'entraînement. Donc j'ai essayé de souligner un des aspects, la montée en connaissances, en compétences. C'est un des aspects, mais ce n'est pas le seul. L'engagement collectif, le retour d'expérience, c'est quelque chose qui est fondamental pour se percevoir, non pas comme spectateur de ce monde qui change, comme victime de politiques publiques parfois incomprises, mais qu'en étant porteur de solutions, d'actions collectives et structurantes de sorte à pouvoir en mesurer les fruits. Multiples mondes nouveaux. Le futur, il dépend des choix qu'on va faire. Multiples points de décision, et je souligne juste à chaque point à quel point chaque tonne de CO2 compte, chaque incrément de réchauffement compte, chaque choix compte. Et donc, vos choix individuels, mais surtout structurants, collectifs, comptent. Merci. Merci Valérie Masson-Delmotte. Merci beaucoup. Chaque choix compte, vous avez dit, chaque intervention compte. La vôtre est majeure et fondamentale aujourd'hui pour cette 4e édition du Monde Nouveau. Merci pour vos mots extrêmement engageants, vous l'imaginez. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui et aussi de laisser la parole au public parce que je sais qu'on a encore une quinzaine de minutes pour prendre quelques questions. Laura, on va juste allumer, je crois, pour que je puisse voir qui lève la main. Et puis, on prend les questions. Alors, qui veut poser des questions? Bonjour, merci Valérie. Je voudrais juste qu'on revienne sur une mention que tu as faite assez rapidement, c'est sur la démographie. Sarkozy, d'ailleurs, s'est illustré récemment assez brillamment sur la question de la démographie. Elle serait responsable de tout. Et on sait, alors je me présente, je suis Catherine Jandel et je travaille aussi dans le domaine de la réflexion sur tout le changement climatique, mais on sait que par les historiens du climat, que certes la population a augmenté considérablement au cours de ce dernier siècle, mais aussi le capital a été multiplié par 400 en même temps. Et je pense qu'il faut qu'on pense à poser très clairement, parce qu'il y a tellement de gens dans ma famille, à commencer par là, qui s'appuient sur la question de la démographie en disant qu'il faudrait juste arrêter de faire des enfants, et c'est à cause de la démographie, il n'y a rien d'autre. Je pense qu'il faut vraiment qu'on clarifie la question du rapport entre le climat et la démographie. Je vous en prie. Alors en fait, bien sûr, quand la démographie augmente, la demande va augmenter. Et donc il y a un effet lié à l'accroissement démographique sur la consommation d'énergie, la consommation alimentaire. Mais cet effet, il est faible par rapport à l'effet de la consommation par habitant, qui est en fait ce qui domine et qui est aussi lié dans le monde au niveau de revenus par habitant.
Donc c'est une évidence de le rappeler de cette manière-là. Et par ailleurs, les démographes eux-mêmes expliquent que dans la plupart des régions du monde, on a passé le pic démographique, on est sur une stabilisation rapide en fait. En Asie par exemple, Chine ou Corée, extrêmement rapide, voire brutale. Et qu'on sait très bien le nombre de personnes en âge de procréer aujourd'hui dans le monde. On anticipe qu'il y aura à peu près 2 milliards de personnes de plus à nourrir. Et ça pose d'autant plus la question de transformation structurante pour que ça passe. C'est-à-dire pour qu'on puisse vivre décemment, se nourrir, avoir accès à l'eau, avoir accès au système de santé, avoir accès à une énergie propre. Et donc un des enjeux que j'ai peut-être pas suffisamment développé, c'est aussi l'enjeu de solidarité par rapport à ceux qui, dans le monde, n'ont pas accès à ces services de base, sont disproportionnellement exposés aux conséquences d'un climat qui change et pour lesquels on peut agir en donnant accès plus rapidement aux technologies les plus propres, en faisant sauter par exemple des aspects liés aux brevets ou aux droits de douane, qui sont encore maintenant des obstacles considérables. Et c'est l'attente exprimée par un certain nombre de pays en développement. Une question. Laura, je crois que vous avez quelqu'un qui veut poser une question. Allez-y, monsieur. Merci. Ça marche pas ? Si, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Allez-y. Vous m'entendez ? Très bien, bon. Allez-y, posez votre question. Merci. Une des réponses actuelles au niveau politique, c'est la loi d'accélération des énergies renouvelables. Donc on en a parlé, c'est une des solutions. En revanche, on a aussi parlé de l'érosion de la biodiversité. Il y a 80% des insectes en biomasse qui ont disparu en 30 ans. Ça doit nous interroger au niveau des pollinisateurs, au niveau de notre résilience alimentaire. Moi, je suis élu d'une commune qui s'appelle Montbazin et on va être exposé à délibérer sur cette loi. Mais en même temps, on se doit de préserver la biodiversité. Alors ma question, c'est la suivante. C'est comment on met au même niveau, au niveau des élus, au niveau des politiques de haut niveau, les enjeux climatiques et d'érosion de la biodiversité. Merci, monsieur. Alors, je ne peux pas répondre par rapport aux politiques publiques. Bien sûr, le cadre réglementaire, le cadre de la loi, les études d'impact sont fondamentales. Ce que je peux dire, c'est au titre des communautés scientifiques, on a fait, nous, un rapport commun entre le GIEC, donc expert climat, et son alter ego, l'IPBES pour la biodiversité, justement en soulignant là où on gagne dans les deux directions, et là où on a des risques majeurs de dégradation des écosystèmes, de perte de biodiversité, si on ne tient pas compte notamment des écosystèmes les plus riches en biodiversité ou les plus riches en carbone dans la manière de porter des réponses pour le climat. Alors je caricature un peu, mais et donc cette approche, la manière de regarder ces aspects-là, on le reflète explicitement dans ce que peut être de la maladaptation, donc détruire des écosystèmes, perdre leurs services pour nous protéger, ou une malatténuation, c'est-à-dire on met en place des solutions pour décarboner, mais qui se révèlent être destructrices pour le vivant. Et dans les leviers d'action qui permettent de répondre aux deux, on a par exemple déployé au maximum les énergies renouvelables, loin des endroits critiques pour la biodiversité et sur des zones déjà artificialisées. Donc tout ce qui est ombrière, aménagement sur les bâtiments, par exemple pour le photovoltaïque et pas détruire des forêts, ou bien on peut également envisager des solutions qui peuvent être d'ombrer des lacs ou des rivières ou des canaux pour également limiter l'effet de l'échauffement de l'eau pour certaines espèces. Et donc là, on a des solutions astucieuses qui se développent, qui sont expérimentées. Ombrer certaines cultures peut être intéressant aussi dans certains cas. Je sais qu'il y a des études d'impact sur la biodiversité de ce type d'ombrière qui montrent un potentiel intéressant. Voilà, donc multiplier plutôt l'utilisation des sols pour plusieurs usages, plutôt que d'artificialiser des sols uniquement pour des énergies renouvelables. On a une question par ici, je crois. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Merci pour votre intervention. C'est un honneur de l'avoir entendu, vraiment. C'est très important de vous entendre, je pense. Alors, à l'heure où M. Pouyanné a reçu la Légion d'honneur, je ne sais pas si je peux espérer, mais peut-on espérer, à votre avis, vous qui avez peut-être l'oreille de nos dirigeants, enfin des arbitrages à Matignon pour chacun des ministères et des grandes politiques publiques, puisque aujourd'hui, on pense des politiques sans penser au réchauffement climatique, et votre ami et cher collègue François Gémen l'a expliqué très longuement ces derniers temps, des réformes, les retraites ou autres, ne peuvent être pensées sans le regard du changement climatique aujourd'hui, et ce n'est pas le cas. Et je me permets de vous faire une petite demande. Simple citoyenne, enseignante en histoire-géographie, j'ai contacté à plusieurs reprises des associations donc pour un réveil écologique, etc., qui m'ont dit ne pas avoir les moyens ces derniers temps de mettre en place ces actions. Mais en fait, je rêverais de pouvoir mettre en place des conventions citoyennes, lycéennes, et à l'échelle locale. Parce qu'en fait, les gens qui ont participé à la convention citoyenne, les 150, leur vie a été bouleversée.
Et j'espère qu'on pourrait mettre en place ce genre d'initiative à l'échelle locale pour enfin bouleverser la vie de nos lycéens qui, eux, espèrent changer les choses. Merci. Merci beaucoup, madame. Alors, donc, je partage votre retour d'expérience sur toutes les initiatives d'assemblées citoyennes, de conventions citoyennes, la chance que c'est de pouvoir approfondir un sujet pour des citoyens, aller chercher les compétences, les expertises, réfléchir ensemble, proposer des solutions. Personnellement, je pense qu'il ne faut pas non plus disproportionnellement mettre la charge mentale de l'action sur les plus jeunes. Les plus jeunes ont besoin de voir que les adultes agissent à hauteur de leur capacité de décision. Ça, c'est un point clé dans la confiance qu'on peut avoir dans l'action collective pour les plus jeunes. Donc, moi, je mettrais peut-être l'accent sur le manque d'opportunités de dialogue entre générations, y compris avec les aînés, sur ces sujets-là, pour créer davantage d'approches transverses plutôt que de regards qui peuvent être parfois clivants. Mais je partage les points que vous avez soulignés avant. Et enfin, sur les décisions structurelles au niveau des politiques publiques, donc ça fait typiquement partie de l'évaluation et des recommandations du Haut Conseil pour le climat. Donc encore une fois, les scientifiques, ils ne sont pas là pour définir, prendre des décisions, définir des trajectoires. Ils sont là pour apporter des éléments factuels pour le suivi de l'efficacité des politiques publiques et le respect des engagements. Et ce qu'on voit, c'est que le premier budget carbone de la France n'avait pas été tenu. Le deuxième, il y a eu l'effet confinement, donc ce n'est pas vraiment une politique publique pour le climat. C'est privation de liberté pour préserver le système de santé et puis éviter une surmortalité massive. On a également eu l'effet guerre en Ukraine, inflation, hiver doux. Et donc parfois les baisses qu'on observe sont conjoncturelles et pas structurelles. Et on a un enjeu sur le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre pour tenir les objectifs français et européens, d'arriver à doubler, en fait, doubler le rythme, là, chaque année qui vient. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu qui est devant nous. Le Haut Conseil Climat fait un certain nombre de recommandations, par exemple sur les arbitrages budgétaires, financiers, sur l'examen de chaque projet de loi avant et après, pour identifier là où on a interaction ou pas avec les effets climat. Et quand on fait cela, on voit bien qu'il y a un certain nombre de compromis et de blocages dans différents secteurs. En France, le plus dur, c'est arriver à investir pour isoler, rénover thermiquement les bâtiments à hauteur des enjeux. On voit bien que là, ça bute sur les moyens financiers. Ensuite, on voit bien que sur les transports, on a des contradictions profondes. On a aménagé le territoire pour la voiture. On a une tendance à acquérir des véhicules plus lourds, ce qui est un énorme frein par rapport à l'efficacité. Donc on voit bien ces contradictions-là. Même si dans le monde, il va y avoir vraiment une rupture sur l'électrification de véhicules plutôt plus légers. Et puis enfin, la dernière chose que je voulais mentionner, c'est des blocages au niveau de la vision de l'agriculture de demain. Et là, les questions croisées d'ailleurs, santé, alimentation, on peine à être entendues au même niveau que les enjeux de souveraineté agricole ou de défense, en fait, on va dire, de conditions décentes pour les exploitants agricoles. Et là, c'est vraiment les sujets durs dont on devrait pouvoir mieux débattre pour avoir des opportunités de comparer des offres politiques avec des stratégies différentes. Et souvent, cela manque dans le cadre démocratique. Je voulais profiter pour reprendre la belle idée que vous aviez d'organiser des conventions avec les lycéens. Le Monde Nouveau et Midi Libre est tout à fait en capacité, évidemment, de les organiser à la fois pour l'année prochaine et puis, en attendant la prochaine édition, la 5e, de nous revoir pour faire cela, soit dans votre lycée, soit à Midi Libre, évidemment. Donc on se voit tout à l'heure si vous le voulez bien. On sera évidemment tout à fait enclin à le faire. Une autre question. Il y a monsieur devant qui veut poser une question. Alors oui, pardon. Monsieur le micro, et puis je vous passe le micro tout à l'heure. Allez-y. Oui, je vais faire. Merci beaucoup en tout cas pour la clarté de votre propos et ce temps-là précieux. Moi, j'évolue essentiellement dans les zones arctiques et en Afrique centrale également, et je suis hyper inquiet de ce qui se passe au niveau à la fois du permafrost et des tourbières dans la région du Congo. Est-ce que dans l'exposé que vous nous avez fait sur les scénarios sur l'avenir, est-ce que les émissions qui vont être liées à la fonte de ce permafrost ou la disparition des forêts primaires est déjà prise en compte par le GIEC? Alors, si on prend le permafrost arctique, donc il se réchauffe à mesure que l'air se réchauffe, la chaleur pénètre sous la surface et les sols gelés dégèlent, comme en montagne d'ailleurs. En montagne, ça joue sur la stabilité des versants, donc c'est un risque nouveau en fait. Donc du côté de l'Arctique, on estime que par degré de réchauffement planétaire, on va perdre à peu près un quart du volume des sols gelés en surface. À horizon 2050, on sait à peu près estimer, avec une grosse plage d'incertitude, combien de CO2 va sortir et on en tient compte. Au-delà de 2050, donc plus de 2 degrés de réchauffement, on rentre dans quelque chose de plus incertain, parce qu'on a des processus qu'on arrive à peu près bien à modéliser et comprendre,
réchauffement et dégel. Après, on a des mécanismes de dégel rapide quand on a de l'eau qui percole. Et on a aussi l'effet des feux qui vont entraîner des changements plus rapides, qu'on a encore du mal à complètement intégrer. Donc on le voit comme une incertitude plus grande entre 2050 et 2100. Et le réseau international des scientifiques qui travaillent sur le carbone dans les sols gelés viennent de produire 9 scénarios. Donc c'est des scénarios à base d'informations quantifiées, mais aussi de limites des connaissances. Donc c'est des trames narratives. Donc si ces processus de dégel abrupt se généralisent dans telle et telle région sensible, combien ça peut sortir au maximum? Vous voyez l'idée? Donc ça a été publié. Et ça confirme ce qu'il y avait dans le rapport du GIEC de 2021 qui dit, en gros, la composition de l'atmosphère à horizon 2100, elle sera de manière dominante définie par ce que nous, on va faire. Par contre, plus on réchauffe et au-delà de 2050, plus le dégel des sols gelés peut être un facteur graduel d'amplification en rajoutant un peu plus de carbone par rapport à ce que nous, on a rajouté. Mais ce n'est pas un facteur d'emballement et ce n'est pas ça qui sera dominant dans l'état de nos connaissances. Sur les tourbières dans les régions tropicales, donc il y a des connaissances nouvelles sur la quantité de carbone dedans. Et je pense que ces informations-là, elles sont essentielles pour définir quelles sont les zones à préserver au maximum, riches en biodiversité, riches en carbone, pour ne pas perdre en fait leur capacité de stockage. Donc ça fait aussi partie des interactions climat-biodiversité, où les connaissances que l'on a, elles devraient permettre de mieux guider en fait, les stratégies de conservation, à condition d'avoir les moyens pour le faire. Monsieur, on va vous apporter un micro pour une question. Bonjour. En avril 2023, les Pays-Bas ont voté une loi pour contre la création de nouvelles routes et de nouvelles voies ferrées. Est-ce que cette loi pourrait être étendue à l'Europe selon vous? Alors, en fait, les Pays-Bas, ils sont intéressants parce qu'ils sont plus le dos au mur que nous, quelque part. Très dense, petite surface, agriculture ultra intensive, chute de biodiversité record en Europe, il me semble. Et puis, beaucoup de terres gagnées sur la mer, et avec une conscience aiguë que l'utilisation de nitrates n'est pas soutenable, que les émissions de gaz à effet de serre, dont les leurs, contribuent à augmenter le niveau de la mer, qui va rendre plus gérable la protection, en fait. Ils reviennent sur les réponses uniquement par des infrastructures en dur et ils diversifient les parades face à la montée du niveau de la mer, par exemple en surélevant les infrastructures critiques des fermes et en rémunérant les agriculteurs pour accepter d'être inondés pour préserver les villes, pas simple, et par des approches de renaturation sur le littoral, en acceptant de vivre avec le risque d'inondation d'une autre manière. Et je pense que c'est parce qu'ils sont le dos au mur un peu avant nous. Nous, on a l'impression qu'on a un territoire immense à aménager. Et donc, on a l'impression qu'on pourra toujours continuer à construire des routes, à artificialiser, et qu'il restera des espaces de nature. Et je pense que c'est une réflexion qui doit être menée profondément sur le type d'infrastructures qui sont nécessaires, sur le type d'aménagement. Par exemple, on voit bien qu'on a certaines régions, comme ici, comme du côté de Nantes, qui sont hyper attractives, avec une urbanisation galopante, ou Toulouse, Et à l'inverse, on a toutes ces petites villes de taille moyenne qui dépérissent. Et je pense que ça pose des questions fondamentales de rééquilibrer l'aménagement pour ne pas avoir cette urbanisation galopante et puis ces endroits qui ont été artificialisés et qui se vident. Voilà. Et ça, cette réflexion-là, on ne la voit pas complètement portée et réfléchie. Et ce qui a été fait aux Pays-Bas aussi sur limiter la vitesse sur les autoroutes, une action plus résolue, c'est aussi parce qu'il y a eu des cas devant la justice, des recours juridiques, portés notamment par des associations pour non-respect des objectifs climat. Et donc ça pose aussi la question de qu'est-ce qui fait changer d'échelle des politiques publiques. Et moi, je suis convaincue que des données factuelles, scientifiques, le cadre que l'on a sur les droits humains, sur le rôle des États pour préserver l'intérêt général, construit aussi un foisonnement de recours juridiques croissants qui font partie de ce qui va faire modifier les choix de politique publique. Une dernière question. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre exposé. Moi, ma question, on voit bien que ce soit le rapport du GIEC, votre intervention, on voit bien l'approche écosystémique, à la fois, bien sûr, des causes, mais des solutions, faire des liens entre tous les leviers d'action et les solutions que nous pouvons actionner. Par contre, je partage aussi la nécessité donc, de faire émerger ces nouveaux narratifs, de les diffuser, mais dans la réalité de notre action,
on a une difficulté avec quand même tout ce qui est pensée un peu complexe, que ce soit dans l'espace médiatique, sur les réseaux sociaux. Vous en faites parfois les frais, vous et les scientifiques. Donc, comment on fait pour franchir ce cap où c'est plus facile, évidemment, d'avoir une pensée clivante, binaire, qui rencontre le buzz médiatique, que de co-construire ces narratifs qui voilà, sont plus difficiles à aborder. En fait, c'est une question profonde sur la vie démocratique que vous posez. Parce que ce n'est pas simplement la pensée de la complexité, c'est comment on gère des intérêts contradictoires, comment on gère aussi le flot de désinformation qui est là, notamment par rapport au déni sur le climat ou pour saper la confiance qu'on peut avoir dans tous les leviers d'action qui existent. Et les analyses qui sont faites, par exemple, sur les réseaux sociaux, montrent qu'on est devant des tentatives aussi d'influence qui ressemblent à de la propagande, qui peuvent viser à saper la vitesse de la transition, mais aussi la cohésion de la société, et qui sont des défis au-delà du climat, pour la vie démocratique. Et donc, à mon sens, les choses importantes, c'est développer l'esprit critique, c'est aider à sortir d'une approche binaire en ayant une grille de réflexion sur les effets positifs ou les effets indésirables de différentes options d'action. C'est arriver à mettre sur la place publique des éléments factuels de confiance, du fact-checking, enfin des choses de ce type-là, sur ces points de débat, pour pouvoir en tout cas éclairer ces délibérations, ces discussions. C'est aussi apprendre dès l'école en fait, à confronter des opinions, à s'interroger sur ce qui est une opinion et ce qui est un fait, et à s'interroger sur la base de faits, avec des opinions ou des valeurs différentes, quelles peuvent être des solutions. Et enfin, ce que j'ai vu, c'est que quand on se pose la question d'être aujourd'hui, puis d'aller vers un monde zéro émission nette, c'est une impression de falaise infaisable. Aujourd'hui, chaque changement va entraîner des effets indésirables pour certains ou positifs pour d'autres, donc sera clivant. Mais si on met en place des outils de type se projeter en 2050, jouer le rôle, par exemple, de son descendant en 2050, donc sortir du rôle qu'on joue, soit dans la société, avec les intérêts qu'on défend, les valeurs enracinées, faire un pas de côté et se dire, voilà, collectivement, où est-ce qu'on voudrait être, par exemple, sur une collectivité. On peut avoir des gens qui ont des intérêts aujourd'hui très différents, mais qui s'accordent sur là où ils voudraient atterrir dans quelques décennies. Et après, la question, c'est comment on y arrive, et donc quels seront les compromis, quelles seront les trajectoires qui seront désirables, finalement, pour y parvenir. Et ça, c'est aussi quelque chose, je pense, qui mérite d'être développé. Donc la première fois où j'en ai entendu parler, c'était sur des villes japonaises qui avaient mis un gros curseur sur la question de la soutenabilité et qui avaient amené leurs élus, par exemple, à jouer leur rôle, non pas leur rôle, mais le rôle de leurs petits-enfants. Donner de la place aux jeunes dans la prise de décision, pour qu'ils soient cette voix de ce que seront les conditions futures. Voilà. Allez, une question. Et je crois que c'est à moi qui ai l'honneur de terminer la narration. Allez-y, je vous en prie, monsieur. Dans votre discours, vous avez parlé du traitement de la mort de la reine d'Angleterre comparé aux 10 000 morts de la canicule de 2022, qui était, bon, je ne vais pas émettre un jugement, mais voilà. Et ma question, c'est comment vous trouvez actuellement le traitement médiatique sur la question climatique ou de la biodiversité? Alors, moi, je suis en fait, je regarde pas trop la télé, je regarde plutôt dans les journaux, un peu la radio, un peu les réseaux sociaux qui reflètent le reste, ou en tout cas les points de controverse. Et je regarde en France et en anglais. Donc c'est pas, je regarde aussi dans d'autres pays, mais en anglais. Donc ce que je peux dire, c'est que je trouve qu'il y a eu une amélioration profonde dans la manière de traiter les sciences du climat, les informations liées aux connaissances scientifiques sur le climat en France. On a parfois des choses étonnantes dans certains journaux, voilà, donc qui demandent, je pense, à réfléchir sur les lignes éditoriales, de sorte à transmettre une information qui soit fiable pour les lecteurs ou téléspectateurs ou auditeurs. Et je pense que les initiatives qui sont venues du monde des médias collectifs, qui parfois pointent du doigt des traitements médiatiques discutables, ou dans d'autres cas valorisent en fait les meilleures pratiques, conduisent à de l'émulation, il me semble, ont un effet d'entraînement intéressant vraiment. Et ce que j'ai également noté, pas par les médias, moi, mon observation, mais parce que j'en retire de mes proches, de mes voisins, qui ne sont pas scientifiques, c'est le fait que les rendez-vous réguliers, comme le bulletin météo et climat qui a été mis en place sur France Télé, ça crée en fait une curiosité, une ouverture, un rendez-vous régulier pour ceux qui regardent ces bulletins. Et donc c'est une autre manière aussi de créer, je pense, des espaces de confiance peut-être avec les connaissances scientifiques, et en tout cas des espaces d'échange qui manquaient précédemment.
le côté questions-réponses, les scientifiques disponibles pour répondre aux questions courantes. Voilà, et je pense qu'on a besoin de davantage d'espaces de ce type-là. Si vous me permettez de compléter, je partage évidemment vos propos, vos nuances, et puis l'illustration que ça avance, c'est qu'en effet vous êtes là aujourd'hui, que c'est la 4e édition du Monde Nouveau, la prise de conscience, mais aussi pour répondre à monsieur et à l'ensemble, c'est vrai que toutes les rédactions ont compris qu'il fallait avancer sur cette ligne. Alors ça paraît évident, évidemment, parce que on a une situation qui est gravissime, mais dans les rédactions aujourd'hui, de plus en plus, on forme des journalistes à l'écriture autour de l'environnement, sur les enjeux, sur la manière dont on explique, sur la manière dont on joue la pédagogie, et quelles que soient les générations. C'est vrai que la crise climatique, on peut la prendre par tous les bouts, par tous les angles, mais c'est important d'être avec l'expertise. Et ça, je vous à comprendre. Absolument, voilà. Je vous rejoins, c'est très important. Et pour nous, votre rôle est critique parce que vous êtes là, c'est une chance. On peut échanger directement, mais là, pour la plupart des gens, l'échange avec des scientifiques du domaine est quasiment pas possible, hormis via ce que les médias transmettent. Et il y a d'ailleurs une responsabilité très lourde des scientifiques eux-mêmes. J'en parlais, j'étais au colloque international des scientifiques qui travaillent sur l'écoulement de l'Antarctique la semaine dernière, enfin cette semaine d'ailleurs. Et en fait, souvent, nous, on a aussi tendance, dans les publications scientifiques, à jouer des ressorts pour attirer les feux de l'actualité, soit à caricaturer une étude comme si en fait elle était rassurante ou bien comme si elle était très alarmante. Et du coup, quand ça percole par la presse, ça donne une impression complètement disjointe. Et je pense que nous, on a un rôle à mieux aider pour une étude donnée à comprendre comment ça s'insère dans l'image d'ensemble. Qu'est-ce que ça change à la compréhension d'ensemble? Et ce travail-là, on ne le fait pas non plus complètement dans la communauté scientifique. C'est d'autant plus important que vous soyez là aujourd'hui. Merci Valérie Masson-Delmotte. On l'applaudit s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour d'avoir suivi cette conférence. Restez bien évidemment au Planète Océan. Il y a encore de nombreux rendez-vous jusqu'à ce soir. Bonne fin de journée. Merci beaucoup.